L'OTAN fait décoller des avions de chasse, alors que la Russie lance plus de 500 drones et missiles contre l'Ukraine. On parle d'un état d'alerte élevé en Pologne en raison des attaques russes. La Russie poursuit sa campagne sans relâche. Il n'y a eu aucun répit. Selon les médias occidentaux traditionnels, ces attaques deviennent en réalité plus fréquentes à la suite de réunions diplomatiques et de tentatives de présenter la Russie comme l'agresseur et comme étant agressive pendant cette période de discussion entre les États-Unis et la Russie, ou du moins ce qu'il en reste après ce qui semble être une certaine impasse. Quelle est votre analyse de la situation actuelle et de ce que fait réellement la Russie? Contrairement à ce que prétendent les experts des médias occidentaux. Eh bien, je veux dire, rien n'arrive dans un vide. La Russie ne se réveille pas un matin en décidant arbitrairement « faisons ceci, cela ou autre chose ». Je pense que ce que nous voyons dans les frappes ciblées menées par la Russie relève de plusieurs choses. Premièrement, la Russie est sérieuse quant à la volonté de mettre fin à ce conflit selon des conditions qui lui sont acceptables, c'est-à-dire que la Russie, et elle seule, dictera l'issue de cette guerre. Deuxièmement, la Russie a fait preuve d'une extrême responsabilité dans la conduite de ce conflit. Nous voyons récemment deux catégories de cibles frappées, ce que l'Occident qualifie d'escalade. La première, c'est que la Russie frappe des installations de l'industrie de la défense. Et il faut se demander, pourquoi maintenant? Pourquoi ne les ont-ils pas frappés plus tôt? Vous voyez, l'objectif de la Russie n'est pas d'empêcher l'Ukraine de fonctionner comme un État industriel moderne. La Russie frappe donc les installations de l'industrie de défense qui produisent des capacités menaçant la Russie. Ce que nous avons constaté récemment, c'est que l'Occident transfère des technologies de missiles balistiques et de drones depuis des sources occidentales, dans le cas de la Turquie, des sources turques, vers le sol ukrainien, et qu'il était sur le point de préparer de véritables armes pouvant être tirées contre la Russie. La Russie a identifié ces sites et les a détruits. Et ils l'ont fait de manière très agressive. L'objectif de la Russie est de s'assurer que l'Ukraine n'ait pas la capacité de lancer ces armes. Des armes qui, dans de nombreux cas, sont conçues en Occident et produites à l'aide d'outils et d'autres moyens de production apportés en Ukraine par l'Occident. La Russie les détruit. Et l'autre chose, c'est que la Russie a maintenant décidé d'être plus agressive dans le ciblage des infrastructures énergétiques de l'Ukraine, en réponse aux attaques de l'Ukraine contre la capacité de raffinage de pétrole de la Russie, ce qui est totalement, enfin j'allais dire irresponsable, mais bon, c'est la guerre. De toute évidence, les Britanniques ont joué un rôle très important dans le suivi de cette situation, et les Ukrainiens ont été assez efficaces pour la frapper. La Russie vient de dire « trop, c'est trop ». Et maintenant, la Russie va riposter de manière disproportionnée, ce qui signifie que l'Ukraine va désormais être paralysée sur le plan énergétique. C'était le choix de l'Ukraine. L'Ukraine a choisi d'escalader à ce niveau, et maintenant, elle va en payer le prix. Mais c'est ce que nous voyons ici, en même temps que le ciblage continue par la Russie des munitions occidentales qui arrivent en Ukraine, avions, capacités antiaériennes, etc. Mais nous assistons à une escalade de la campagne aérienne. Et au sol, c'est encore une fois la domination russe partout. Je pense que les autres intervenants peuvent en parler tout aussi bien que moi. C'est très simple, en réalité. Je dispose simplement d'un outil d'une puissance remarquable. Cela s'appelle un crayon. Et il existe une autre technologie extrêmement avancée, appelée une feuille de papier. Donc même lorsque vous faites le calcul de base, et encore une fois il s'agit de la corrélation des forces, cela signifie que l'Europe n'a absolument aucune voix ici, cette fois-ci. Militairement, ils ne sont qu'un tigre de papier. Ils sont impuissants.
Et l'Ukraine est en train d'être détruite en tant qu'État, dans le sens où sa capacité militaro-industrielle est anéantie, et comme Scott l'a justement souligné, l'énergie est également détruite. La Russie peut continuer ainsi aussi longtemps que nécessaire, car évidemment, lorsqu'on parle des médias traditionnels en Occident, Hunter Thompson a donné une très bonne définition de la presse et des médias, vous savez, dans son livre Las Vegas Parano. Je n'utiliserai pas ce genre de langage ici, sinon nous serions bannis. Mais le fait est qu'ils font beaucoup de bruit. C'est sans importance. Et en ce qui concerne par exemple la production de géranium uniquement, il existe d'autres types de drones, et bien sûr, des types de missiles de croisière et toutes sortes d'autres armes. La Russie produit 600 géranium par jour, donc ils peuvent continuer aussi longtemps que nécessaire. Et oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, produire beaucoup de paroles en l'air et beaucoup de bruit. Cela ne change rien à la réalité simple sur le terrain. C'est la seule chose qui compte vraiment. Je le répète à l'envi. La Russie va parler avec les États-Unis. Et il doit y avoir des discussions entre la Russie et les États-Unis. Ce sont les deux plus grandes superpuissances, et il est donc nécessaire de maintenir la paix mondiale, bon sang, si on va jusque-là. En ce qui concerne l'Europe, c'est absolument sans importance. Elle est un objet, non un sujet, de la politique internationale. Et en réalité, les communications entre Poutine et Trump en Alaska, par exemple. Et ce qui se passe sur le plan économique, c'est qu'il y a des voies séparées, si vous voulez, une opération militaire spéciale, et les Russes ont probablement des ampoules sur la langue à force de répéter la même chose. Tous les objectifs politiques seront atteints, y compris la destitution du régime de Zelensky, ainsi que des activités purement économiques et autres, absolument. Les États-Unis et la Russie sont voisins, vous le savez, ils sont littéralement côte à côte, et il y a d'énormes ressources également dans le secteur américain de l'Arctique, ce qui représente le ticket de sortie de l'Amérique. Eh bien, si ce n'est pas d'une catastrophe totale, alors au moins, au lieu de s'écraser, ce sera un atterrissage brutal, mais le pays survivra et continuera. L'Europe, c'est fini, c'est terminé. Eh bien, la situation actuelle, c'est que la Russie continue de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire éradiquer l'ennemi. Je pense qu'une partie de leur plan de dénazification consiste en la destruction à long terme des capacités militaires de l'Ukraine, tant en personnel qu'en matériel de guerre. Vous savez, cela fait longtemps que je dis que ce que la Russie a fait de l'Ukraine, c'est une sorte de compacteur à ordures de l'OTAN. On y jette du matériel de guerre, des chars, des obusiers M767 et toutes les armes miracles. On y jette du personnel ukrainien et ou des mercenaires, et la Russie les détruit. Et quand le compacteur est vide, on le remplit à nouveau et la Russie le détruit encore. Je pense que c'est ce que fait la Russie. Je pense que la Russie reconnaît qu'il existe même un plan de l'OTAN pour la soi-disant conclusion du conflit, moment où tout ce qui restera des ressources ukrainiennes, hommes et ou femmes, sera utilisé pour mener une sorte de guerre sale. Et je pense que le plan de la Russie est d'éliminer toutes ces ressources si nécessaires et de briser complètement l'échine de l'Ukraine, afin qu'à la fin, les personnes qui resteront en Ukraine n'aient plus la volonté de se battre et veuillent simplement que tout cela se termine pour pouvoir retrouver une vie normale. Donc je ne pense pas que la Russie se soit fixé une limite de temps. Je ne pense pas qu'ils accélèrent ou ralentissent. Ils ont des cibles, ils frappent ces cibles, et ils continueront, à mesure que la poubelle de l'OTAN se remplit, ils continueront à la vider jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à y mettre. Maintenant, je voulais aborder la réaction de Trump à tout cela. Je suis très déçu par lui. Lui et moi avons toujours eu une excellente relation. Je suis très déçu. Des milliers de personnes meurent.
ce ne sont pas des Américains qui meurent, mais des Russes et des Ukrainiens. Et il y en a des milliers, et c'est une guerre qui n'a aucun sens. Et elle n'aurait jamais commencé si j'avais été président. Et c'est ce qui me dérange encore plus parce que l'élection a été totalement truquée. Et c'est une honte. Nous verrons ce qui va se passer. Mais je suis très déçue par le président Poutine, je peux le dire. Et nous ferons quelque chose pour aider les gens à vivre. Vous savez, c'est pas une question d'Ukraine, c'est la façon dont les gens vivent. Il a dit qu'il allait faire quelque chose pour aider les gens à vivre. Quelle est votre réaction à cela? Oh, pardon. Attendez. Va-t-il envoyer 3200 missiles RAM? Je veux dire, parce qu'il livre des biens humanitaires, n'est-ce pas? Je veux dire, ces missiles. Lui, vous savez, enfin bon sang, aider l'Ukraine à obtenir une capacité de frappe offensive pour rééquilibrer le terrain. Je veux dire, il n'a aucun plan. Sanctionner? Vous savez, Scott Ritter parle de sanctions. Il n'a littéralement aucun plan. Mais je pense qu'en réalité, ça fait partie du plan. Je vais vous dire pourquoi. Regardons le missile ERAM, le ERAM, Extended Range Attack Missile, peu importe ce que signifie le A. 3200 de ces missiles. C'est quand même important qu'il l'ait annoncé. 850 millions de dollars. Ce sont les Européens qui payent et ils vont les donner aux Ukrainiens. Le problème, c'est que quand on lit les petites lignes, d'abord, ils ne se sont pas totalement engagés à les donner aux Ukrainiens. Et l'une des raisons, c'est que le missile n'existe pas. Il y a un contrat de 34 millions de dollars avec l'un des principaux sous-traitants, dont la mission est de produire un prototype de missile. Mais ce prototype doit être livré en octobre 2025. Ce n'est pas le mois prochain. Donc le prototype n'existe même pas encore. Une fois que vous avez le prototype, il faut ensuite le soumettre à toute une série de tests et de vérifications. Et une fois qu'il est approuvé, il pourrait accélérer le processus. Mais cela prendrait tout de même quelques mois. Ensuite, on passe à la production en série. Mais avant de pouvoir lancer la production en série, il faut que tous les autres composants soient prêts. Cela prend du temps. Il faut que les sous-traitants soient agréés pour cela, que des espaces de production soient attribués. Ils ne savent même pas encore où ils vont les construire. Il n'y a pas de hall de production, pas d'outils. C'est un prototype. D'après les informations, la production maximale estimée une fois que l'ERAM sera en production est de 1000 missiles par an. Donc, en se basant sur ce que l'on sait, le prototype sera disponible à un moment donné en octobre. Disons qu'ils accélèrent le processus et que 6 mois plus tard, ils parviennent miraculeusement à lancer la production. Vous voyez où en sommes-nous? Eh bien, on parle d'avril ou mai, au moment où ils pourraient commencer à produire. Donc, en 2026, pour en produire 1000, il faudrait passer à une production à plein régime. On ne passe pas à une production à plein régime du jour au lendemain. Mais vous savez, ils en sortiront quelques-uns. Mais, vous savez, on parle littéralement de 2030 avant que 3200 de ces missiles puissent même être fabriqués, ne serait-ce qu'en théorie. 2030. On est en 2025. C'est une plaisanterie. C'est absolument honteux de prétendre fournir à l'Ukraine des capacités que tout le monde sait ne jamais être livrées, ce qui montre bien qu'il ne s'agit que de posture de la part du président. Le président sait qu'il fait face à une énorme opposition politique. Cette opposition vient de personnes comme Marco Rubio, son secrétaire d'État, conseiller à la sécurité nationale, qui déteste la Russie et tout ce qui concerne les Russes et qui sabote le président à tout bout de champ. Scott Besson, russophobe de longue date, les seuls mots qu'il connaît à propos de la Russie sont tarifs et sanctions. C'est tout. Il ne veut pas de compromis. Il ne veut aucun accord. Vous savez, Mike Ratcliffe, le directeur de la CIA, est un russophobe extrême. Il n'aime pas ce que fait Tulsi Gabbard qui expose le Russiagate.
Ils n'aiment pas que Tulsi Gabbard révèle que tous les analystes russes de la CIA sont des russophobes. Ils ne connaissent rien à la Russie. Ils ont juste obtenu leur poste parce qu'ils ont appris à dire « Vladimir Poutine, c'est mal ». Et on leur a dit « Ah oui, vous êtes qualifiés pour ce poste ». Les seules personnes qui soutiennent, même vaguement, ce que fait le président sont J.D. Vance, le vice-président. C'est un allié important. Steve Witkoff. Mais lui, c'est un envoyé. Ce n'est pas un créateur de politique, c'est un exécutant. Et Tulsi Gabbard, vous savez, mais elle se fait souvent couper les ailes. Ils viennent de nommer Aaron Lucas, un russophobe de longue date, agent de la CIA, comme son adjoint. Donc vous voyez, il est là pour la surveiller, pour s'assurer qu'elle ne devienne pas trop incontrôlable. Vous savez, c'est un fait. Et l'autre fait, c'est que je reviens tout juste de Russie. Et je peux vous dire que les Russes comprennent cela. Donc, tous ceux qui se demandent « Oh, comment Vladimir Poutine réagit-il à la crise de colère de Trump ?» Ils s'en fichent. Ça glisse sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard. Les Russes sont pleinement conscients que Donald Trump porte ce fardeau tout seul. Les Russes croient que Trump veut la paix et que s'il en a l'occasion, il créera les conditions pour la paix. Mais les Russes ne se font aucune illusion. Donald Trump n'est pas en mesure de concevoir et de mettre en œuvre une politique sans rencontrer d'opposition. D'énormes forces sont actuellement liguées contre Donald Trump, et la moitié de ce qu'il fait vise à apaiser ceux qui lui en veulent, parce qu'il a osé rencontrer Vladimir Poutine en Alaska. Vous savez, il semble que Donald Trump veuille se retirer d'Ukraine, quelles qu'en soient les raisons. Mais cela ne semble pas se produire, et la frustration de Trump atteint son paroxysme. Parfois, on a l'impression qu'il est impuissant. Je ne suis pas forcément d'accord avec cela, mais en même temps, c'est l'impression que cela donne. Quelle est votre analyse de la réaction de Trump face à la poursuite de la campagne de la Russie? Scott a tout à fait raison de l'avoir souligné. D'abord, je le félicite d'avoir évoqué cette histoire d'IRAM. Les Russes en rien. Et en réalité, l'IRAM n'est rien d'autre qu'une sorte de variante du JDAM, à laquelle ils ont ajouté leur moteur, juste pour pouvoir dire que c'est une sorte de missile, alors qu'en réalité ils volent. Et Scott a justement fait remarquer que ce n'est même pas au stade de prototype. Oubliez la capacité opérationnelle initiale. Mais le point, il a aussi raison, c'est typique de l'administration Trump. Que fait Trump? Il s'entoure de gens prêts à le tuer. Et il appelle ça une administration formidable. Magnifique. C'est son expression favorite. C'est une administration remarquable. Donc je veux dire, s'il ne sait pas ce qu'il fait, que puis-je dire? Et Scott a tout à fait raison de dire que les Russes en sont conscients. En réalité, il y a maintenant des mèmes qui circulent. Soyons très francs, ils se moquent ouvertement de toute cette histoire. C'est ce genre de choses, vous savez, du style « aime-moi, ne m'aime pas ». Un jour, il adore Poutine, le lendemain, il ne l'aime plus. C'est en somme une véritable schizophrénie de la part de l'administration américaine. Et Trump en est le responsable, quelles que soient ses intentions. Un vrai stratège, un véritable homme d'État, quelles que soient ses intentions, trouve la bonne équipe pour cela. Le problème, c'est qu'il dépend constamment entièrement de ses donateurs, et il est totalement sous le contrôle des néoconservateurs. Vous savez quoi? Il peut souhaiter ce qu'il veut, mais oui, les Russes s'en moquent. Et comme cela a déjà été dit, comme je le répète sans cesse, les responsables russes ont des ampoules sur la langue, de Vladimir Poutine à Ryabkov, en passant par Lavrov et tous les autres. À force de répéter que l'opération militaire spéciale se poursuivra jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints. C'est aussi simple que ça. La plupart de ce que nous observons ici, c'est la réaction schizophrène des médias traditionnels, de toute cette classe de commentateurs, la quatrième pouvoir, pour ainsi dire, des gens qui n'ont aucune idée de ce dont ils parlent réellement. La seule chose qu'ils savent faire, c'est raconter une histoire.
Et donc oui, Scott a aussi raison de dire que Trump ne possède pas de véritables renseignements. Il n'y a pas de véritables renseignements dans notre communauté du renseignement aux États-Unis ou ailleurs concernant la Russie. Parce que oui, les seuls types qu'ils ont sont des russophobes. Ce ne sont même pas des russophobes. Les russophobes sont des gens qui ont peur. Ces personnes-là éprouvent une haine viscérale envers la Russie. Et en conséquence, qu'attendez-vous d'eux? Ils ne sont pas qualifiés pour fournir une analyse ou des prévisions professionnelles sérieuses. Je les ai rencontrés au cours de ma carrière aux États-Unis, déjà dans la 2e décennie, et je n'ai cessé de le souligner. Alors, que puis-je dire? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent introduire ce qu'ils veulent. C'est sans importance maintenant. C'est tout l'enjeu. Et surtout avec Pékin, et surtout avec Tianjin, les Russes s'en fichent. Vous savez, si les États-Unis n'obtiennent pas, ou si M. Trump, dans ce cas précis, n'obtient pas sa porte de sortie, les gens dont il s'est entouré feront en sorte que les États-Unis soient complètement ruinés. Parce que ces gens-là, tous ces directeurs de la CIA, Rubio, ce garçon, est en fait le gardien d'Adelson. C'est un avocat. Il ne connaît rien au véritable art de gouverner, et encore moins aux relations internationales. Mais vous savez quoi? Maintenant, il est à la fois secrétaire d'État et bien sûr conseiller à la sécurité nationale. Trump l'a nommé. Je suis désolé. Que voulez-vous que je dise? C'est comme ça. Quelques points. Premièrement, je pense que les Russes reconnaissent que, pour la plupart, Donald Trump s'adresse à un public interne. Donald Trump ne fait pas une déclaration originale qu'il aurait inventée lui-même à propos de la situation. Il s'adresse aux ennemis internes du gouvernement, aux factions internes qui luttent contre lui et qui le harcèlent constamment. Donc, ce que dit Donald Trump vise à gérer des problèmes internes et l'instabilité de l'empire auquel il fait face. Je pense aussi que la réponse à la façon dont les Russes perçoivent cela se trouvait en Chine. Les Russes sont passés à autre chose. Les Russes font ce qui est nécessaire pour renforcer leur économie, et je pense aussi qu'ils considèrent les États-Unis comme un adversaire instable, doté de l'arme nucléaire, qu'ils doivent gérer. Je pense qu'ils comprennent que l'UAE fait face à des problèmes économiques catastrophiques et qu'elle risque bientôt de sombrer dans une sorte de soulèvement révolutionnaire. Mais les États-Unis, bien qu'instables politiquement, sont certainement plus stables que l'Union européenne sur le long terme. Ils vont donc devoir gérer des adversaires instables à mesure qu'ils avancent dans cette nouvelle ère, avec les Indiens, les Chinois et le Sud global qui est en pleine ascension. Donc, vous savez, chaque fois que j'entends ce genre de choses de la part de Trump, ma réaction est toujours la même. Je ne me soucie pas vraiment de ce que Trump dit. J'observe les actions qu'il entreprend ensuite, car il ne fait que parler à son entourage et gérer ses questions internes. On parle beaucoup d'un renforcement militaire pour l'Ukraine, et on dit que ce sera plus efficace que n'importe quelle garantie de sécurité. Comme tu l'as sûrement suivi, surtout en Europe, ils insistent sur l'importance d'avoir des garanties de sécurité qui vont complètement à l'encontre de tout ce que la Russie a déclaré. Pourtant, c'est ce que rapporte le New York Times. L'Ukraine chercherait à mettre en place un programme d'armement de plusieurs milliards de dollars, financé par l'Europe, comme meilleure chance d'assurer sa survie à long terme. Scott, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce même possible? Et que penses-tu de l'impact de cette nouvelle orientation? Tu sais, l'Europe ne cesse de dire que la Russie n'est pas vraiment pour la paix alors qu'elle intensifie ses attaques et poursuit sa campagne. Mais ici, on parle de continuer à militariser l'Ukraine. Eh bien, tout d'abord, soyons très clairs. C'est de la fantaisie. La réalité, c'est que la Russie n'acceptera pas de conditions de fin de conflit qui n'impliquent pas une démilitarisation. La démilitarisation signifie exactement cela.
une réduction significative de la taille de l'armée ukrainienne formée et équipée par l'OTAN pour retirer l'OTAN de l'équation. Et il ne restera aucune industrie de défense significative. Il ne sera pas permis qu'elle existe. C'est pourquoi la Russie a déclaré qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu, que le conflit prendra fin lorsque les causes profondes de cette guerre auront été traitées. Et l'Occident ne semble pas vouloir accepter cette réalité. Donc la Russie poursuit simplement sa voie. Nous avons vu Ursula von der Leyen s'exprimer l'autre jour au sujet de l'Ukraine, qu'elle a qualifié de nouvelle forge militaire de l'Europe. Elle a expliqué que l'armée ukrainienne était en réalité la première armée européenne, dans le sens où nous formons ces personnes, nous les équipons, c'est notre armée, et nous devons l'utiliser judicieusement. Parallèlement, ce que dit l'Ukraine, c'est qu'elle reconnaît la réalité politique. Peu importe le ton ferme adopté en Europe concernant le déploiement de troupes en Ukraine, il n'y aura pas de troupes européennes ni de formations militaires organisées sur le sol ukrainien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la Russie ne le permettra pas. Mais l'autre raison, c'est qu'ils ne peuvent tout simplement pas les déployer. Ce que l'Ukraine dit, c'est que plutôt que de nous abandonner, donnez-nous simplement la capacité de fabriquer des armes de frappe à longue portée, afin que dès que nous obtiendrons ce cessez-le-feu et que le conflit sera gelé, nous puissions commencer à construire nos usines et à produire ces armes. C'est simplement le plan de l'Ukraine. C'est un plan britannique appelé « Garder l'Ukraine dans le combat ». C'est quelque chose que le MI6 britannique, avec le Foreign Office, poursuit depuis 2023, après la contre-offensive ukrainienne désastreuse de l'été. L'objectif est de s'assurer que l'Occident n'abandonne pas l'Ukraine. Ce qu'il faut donc faire, c'est créer la perception que l'Ukraine continue de se battre. Et en parlant de développer, vous savez, la capacité de produire leurs propres missiles et tout le reste, cela soutient ce récit. Rappelez-vous, ils ne parlent pas de l'avoir maintenant. Ils ne peuvent pas. La Russie les détruit tous. Ils parlent de l'avoir une fois que la guerre sera terminée. C'est ainsi que cela devient une partie de leur garantie de sécurité. Eh bien, comme je viens de le dire, s'ils essayent de mettre ces choses en place maintenant, elles seront détruites. La Russie ne va permettre à aucune de ces choses d'exister sur le sol ukrainien. Aucune. Zéro. Et quand la guerre se terminera, ce sera quand la Russie dira que la guerre est finie. Donc tout cela n'est qu'un fantasme européen, un fantasme ukrainien. Tragiquement, ce que cela fait, c'est que cela prolonge cette guerre plus longtemps qu'elle ne le devrait. Vous savez, 1,7 million de morts ou disparus, c'est un chiffre réel, pas un chiffre inventé. Si vous regardez de près, 625 000 en juillet de cette année. Morts, disparus. Vous savez, je ne suis qu'un simple marine. Je ne prétends pas être le plus grand des mathématiciens, mais bon sang, ça fait environ 90 000 par mois. Et la situation ne fait qu'empirer pour les Ukrainiens. Donc, on va parler de 100 000, 110 000 par mois d'ici la fin de l'année. D'accord? Cela signifie morts ou disparus, c'est-à-dire on ne les retrouvera jamais. Cette guerre ne peut pas être gagnée. Elle ne peut pas durer. Je suppose que la seule bonne nouvelle avec de telles pertes, c'est qu'il est absolument impossible que l'Ukraine puisse continuer ce combat encore longtemps. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que l'Occident semble plus qu'heureux de laisser ces Ukrainiens mourir. Encore une fois, ce ne sont pas des chiffres anodins. 90 000 par mois en ce moment. 90,000 right now, a month. 90,000. And if this war continues, 90 000. Et si cette guerre continue, 100 000, 110 000. Et si vous pensez que les Russes subissent des pertes similaires, vous planez complètement, mec, parce que les pertes russes sont aussi basses qu'elles peuvent l'être. Je veux dire, encore une fois, c'est un conflit de haute intensité. La Russie perd 176, 200, 215 morts par semaine, peut-être. Je veux dire,
C'est la guerre. Ce n'est pas une blague. C'est la guerre. Mais les pertes que subit la Russie, bien qu'élevées, sont facilement remplaçables. La Russie ne se contente pas de les remplacer. Elle mobilise aussi des réserves qui entreront en jeu quand elle le décidera. Cette guerre est tellement déséquilibrée que ce n'est même plus drôle à ce stade. Vous savez, les Ukrainiens n'ont pas la possibilité de faire tourner leurs troupes. Vous savez ce que signifie une rotation de troupes pour l'Ukraine. Être retiré d'une zone de guerre relativement calme pour être envoyé dans la partie la plus intense. Voilà leur rotation. Pas de repos. Et pendant qu'ils se déplacent, ils se font frapper. Ils sont touchés avant même d'arriver. Puis une fois sur place, ils doivent battre en retraite et ils meurent. Donc ils ne font que se déplacer et mourir. Vous savez ce que font les Russes? Ils entrent, ils combattent quelques jours, puis ils sont retirés, repos, remis en état, pendant que d'autres arrivent, des troupes fraîches, hautement entraînées, bien équipées, motivées. Boum. Et les Russes continuent simplement à les faire tourner. Les Russes sont frais. Les Ukrainiens sont épuisés. Cette guerre est terminée. Eh bien, comment cela va-t-il se passer, malgré ce que dit Scott, que c'est une illusion? Ils essaient quand même. Donc, le plan est d'acheter des armes aux États-Unis. Trump semble satisfait de cela, comme s'il s'en lavait les mains. Je ne fais rien. Mais vous savez, les Européens peuvent acheter ce qu'ils veulent et en faire ce qu'ils veulent. Mais en même temps, quelle est votre réaction face à ce plan global auquel Scott vient de réagir? Eh bien, Scott a pratiquement tout dit. Je veux dire, il n'y a rien de réel derrière tout ça. Et quand les Britanniques planifient quoi que ce soit de militaire, en raison du niveau pathétique de leur formation et de leur expérience militaire, ils provoquent la mort de nombreux Ukrainiens. Ils tuent beaucoup de gens, mais ce n'est pas du sérieux sur le plan militaire. Leurs institutions d'enseignement militaire sont une plaisanterie, qu'il s'agisse de leurs écoles professionnelles, de Saunders à ce que le King's College enseigne là-bas, ou de leur soi-disant General Staff College. Tout cela est une farce. C'est un niveau très bas pour, pardonnez-moi l'expression, des attardés principalement. En conséquence, ils ne comprennent même pas ce qu'est la guerre moderne, ni même ce qu'était la guerre autrefois et comment les pertes s'y rapportent réellement. C'est évidemment inspiré, vous savez, des lois de Lancaster. Et quand on regarde l'efficacité au combat, Scott a tout à fait raison. Que puis-je dire? Je veux dire, ils peuvent rêver ce qu'ils veulent. Ce sont de mauvais rêves de l'Empire, qui n'est rien de plus qu'une petite île puante, approchant rapidement le niveau de vie du tiers-monde. Donc oui, laissez-les planifier. Le problème, c'est que les États-Unis ne peuvent plus rien fournir. Je veux dire, ils peuvent peut-être fournir une pièce s'ils le veulent. Les Russes seront ravis de l'avoir là-bas parce que c'est une bonne prime pour ceux qui la détruiront, vous voyez. Il n'y a donc pas un seul système d'armes dans l'arsenal de l'OTAN qui puisse changer quoi que ce soit au niveau tactique. N'oublions pas le niveau opérationnel ou stratégique. Et par conséquent, nous avons ce que nous avons, c'est-à-dire une catastrophe. Ce que beaucoup de gens oublient aussi, c'est que ces 1,7 million multiplier ce chiffre par 2, au moins, vous savez, cela correspondra au nombre de personnes mutilées, handicapées, toutes sortes de personnes qui ont été blessées, et certaines souffrant probablement de stress post-traumatique, surtout si l'on considère l'intensité de ce conflit. Donc, cela fait quoi? 1,7 plus 3,4, oui, 5,1 millions de victimes. Et cela commence à affecter, en fait cela affecte déjà ce qu'il reste de la société ukrainienne. Et en ce qui concerne, ils peuvent rêver ainsi. Ils ont créé ce flamant rose, cette chose volante, laide et gigantesque, qu'ils ont essayé de vendre à tous ces crétins à Bruxelles et ailleurs en prétendant qu'il s'agissait d'une arme valable.
Regardez l'efficacité de la défense aérienne russe, qui n'a fait que croître. Donc, s'ils pensent que cela peut changer, quoi que ce soit, j'ai un pont à vendre, paiement anticipé, je fournirai les numéros de compte plus tard. Donc oui, espèces uniquement. Et c'est ce qui se passe. Mais ils voulaient le faire jusqu'au dernier Ukrainien. Bien sûr, les Russes vont s'y prêter, parce que, eh bien, le peuple russe en général, et comme vous pouvez le voir vous-même dans les derniers sondages, plus de 80% soutiennent les politiques de Vladimir Poutine, comprend à quoi il a affaire. Et c'est pas entre la Russie et l'Ukraine, c'est entre la Russie et l'OTAN. Tout le monde le comprend. Alors que puis-je dire? C'est fini. Mais ces abrutis vont quand même réussir à tuer plus de gens, principalement du côté ukrainien. Si les Ukrainiens veulent le faire, qu'ils le fassent, qu'ils le fassent. Alors ils parlent de réarmer massivement l'Ukraine. Mais que veut-on dire par l'Ukraine? Même s'ils le pouvaient, ce qui n'est pas le cas, qui utiliserait ces armes qu'ils envoient? Des fantômes? Parce que c'est tout ce qu'il restera de l'armée ukrainienne. N'oublions pas qu'il y a 1 an environ, les Allemands disaient qu'ils allaient se réarmer et trouver 800 millions de dollars. Von der Leyen, souvenez-vous de cela, 800 milliards de dollars. Tous ces chiffres qu'on entendait il y a 1 an de l'Allemagne, de l'UE, etc. Et maintenant, 1 an plus tard, ils n'ont pas un sou. L'Allemand moyen peut à peine se payer une bière et une schnitzel. Les Français et les Britanniques sont au bord d'un effondrement économique absolu et cataclysmique. Donc l'idée que des pays complètement fauchés vont d'une manière ou d'une autre réarmer l'Ukraine et qui vont envoyer tout un tas d'armes qui devront être utilisées par des soldats morts parce qu'ils se font tous anéantir, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Je suppose que je vais aussi inventer une flotte de Rolls-Royce. Voilà, j'inventerai une flotte de Rolls-Royce et eux, ils proposeront un plan de réarmement total pour l'Ukraine et ajouteront cela. Quels sont les problèmes auxquels ils font face? Premièrement, l'Ukraine manque de personnel. L'Ukraine dit depuis un moment qu'elle manque de personnel. Deuxièmement, le complexe militaro-industriel en Occident est incapable de produire des armes. Donc, un complexe industriel qui n'arrive pas à produire d'armes va par magie réussir à en fabriquer et à les envoyer à une armée qui manque d'effectifs. Et, au passage, les gens censés produire ces armes sont fauchés et n'ont pas d'énergie pour faire tourner leurs usines. Tout cela relève d'un fantasme tordu et malsain. Il faut vraiment être totalement ignorant de la situation pour lire un article comme celui-là et croire qu'il y a la moindre part de vérité ou que ce n'est pas simplement de la propagande néoconservatrice.